On a eu 5 gelées entre -4 et -8. Je peux faire de la poterie hein, si je veux, voilà. Et le pire du pire, c'est qu'ils vous disent qu'il ne faut surtout pas faire comme eux. C'est plus des radis de 18 jours, c'est des radis de 40 jours. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je ne vais pas vous dire quoi semer ou quoi planter au potager au mois de janvier, mais plutôt est-ce que c'est une bonne idée de jardiner au potager dès le mois de janvier. Pour certains jardiniers, ça fait 2 mois ou plus que le potager est à l'arrêt. Pour une grande partie, ça s'est arrêté vers la mi-novembre, après avoir semé les petits pois et les fèves, et puis avoir mis en terre l'ail, l'oignon et l'échalote. Alors, 2 mois d'attente, ça commence à être un petit peu long pour tout le monde. Les jardiniers les plus impatients sont prêts à dégainer leur semoir. Ils sont prêts aussi à dégourdir leur grelinette. Et pourtant, il y a 2-3 paramètres à cette période qui jouent contre nous. Et sachez donc que ce n'est vraiment pas une bonne idée de jardiner en janvier. Le premier paramètre est évidemment le froid. Et ça tombe bien puisque le mois de janvier est le mois le plus froid de l'année. La majorité des plantes potagères supportent et s'accommodent très bien du froid, même si leur croissance est pratiquement stoppée. Et puis il y a les plantes potagères qui, elles, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Elles arrivent même à grandir, à évoluer pendant l'hiver. C'est le cas par exemple de l'oignon, de l'ail, de l'échalote et du poireau par exemple. Et puis pour quelques-unes, le froid les endommagera à différents degrés selon leur résistance. Certaines prendront énormément de temps pour s'en remettre et d'autres en mourront. Tout ça pour dire que le froid n'est pas le plus grand ennemi du jardinier, mais en tout cas, c'est pas non plus son meilleur allié. La preuve en est, il y a 10 jours, et c'est assez rare dans le Périgord pour le noter, on a eu 5 gelées d'affilée, entre -4 et -8, et ça a eu pour conséquence d'avoir cramé un chou perpétuel, qui est très rare, et qui normalement résiste à -20. Ce chou perpétuel est appelé chourbe ou chou maritime ou encore crambé maritime. Ce qui m'embête le plus, c'est que les graines sont très difficiles à avoir, c'est très rare, et puis quand on en a des graines, c'est pas facile de les faire germer, ça peut mettre entre 10 jours et 3 mois, et moi j'en ai eu 5, une seule a germé. Voici l'exemplaire unique que j'avais, et apparemment, bah tiens d'ailleurs, il est cassé, donc il n'y a plus rien. Alors j'ai encore peut-être une chance, c'est que j'ai lu qu'on pouvait faire des boutures avec les racines. Alors espérons qu'il y ait encore des racines sur ce morceau de chou. Des dégâts dus au froid, j'en ai pas eu vraiment d'autres, parce que déjà le potager est ensemencé complètement ou presque d'engrais vert, même si l'engrais vert a un petit peu souffert avec les gelées. Ça a quand même tenu le coup. Par contre, les artichauts qui sont sensibles aux températures négatives, alors eux, avec les 5 gelées d'affilée entre -4 et -8, ils étaient vraiment tout mous tous les matins et ils étaient complètement affalés par terre. Alors j'ai fini par couper toutes les grandes feuilles et je m'en suis servi comme paillage. Et puis avec le restant, je les ai entourés avec une bande que j'ai découpée dans un bidon de pétrole là, de 20 litres, que je passe par-dessus et que je descends jusqu'en bas du pied et je tasse avec du foin, ce qui permet de protéger le cœur, parce que si les feuilles ne résistent pas, c'est pas très grave, mais si le cœur gèle, ça risque de faire beaucoup plus de dégâts. Si pour quelques plantes le froid peut être néfaste, en revanche pour d'autres il peut être bénéfique. C'est le cas pour le fraisier, qui lui a un réel besoin de froid pendant l'hiver. Je ne sais pas si l'année 2020 a été une bonne année pour les fraises dans vos potagers, mais ici c'était vraiment une catastrophe. J'ai récolté environ 10 fois moins de fraises que j'aurais dû. Alors pourquoi la production a-t-elle été aussi faible? Alors j'entends beaucoup de jardiniers qui disent que c'est le manque d'eau. Oui, la fraise aime beaucoup l'eau, mais c'est pas la raison majeure. La raison majeure, elle est toute simple,
On peut la mettre sur le compte de l'hiver dernier qui a été trop clément, trop doux. Il n'a pas fait assez froid. Je m'explique. Pour que le fraisier donne un maximum de fleurs et donc de fruits au printemps, il lui faut un certain nombre d'heures au froid sous une certaine température. Selon les informations qu'on trouve et selon la variété de fraises, le fraisier a besoin d'être exposé entre 700 et 1000 heures à une température inférieure à 5-7 degrés. En plus, ici dans le Périgord, on a une véritable histoire avec la fraise, puisque à moins de 20 km de chez moi, j'ai la capitale de la fraise. Et donc, nous avons beaucoup de professionnels de la fraise. Et contrairement à nous, jardiniers amateurs, les professionnels changent leurs fraisiers tous les ans. Et bien sûr, ils ne récupèrent pas les stolons pour faire leur propre plan, mais ils les achètent. Alors, pourquoi achètent-ils ce genre de plants prêts à planter ? Tout simplement parce que leurs fournisseurs leur vendent ce qu'on appelle des plants frigo. Et les plants frigo, ce sont des jeunes plants de l'année conservés, comme son nom l'indique, au frigo, pendant la durée requise comprise entre 700 et 1000 heures, ce qui assure aux fraisiculteurs une floraison et une fructification maximale. Et bien évidemment, ça lui garantira une production maximale. Une autre plante sur laquelle le froid n'a pratiquement pas d'impact, le chou de Bruxelles. C'est vrai que le chou de Bruxelles ne craint pas le froid en particulier, il est même très résistant. Je dirais même mieux, il lui faut du grand froid, parce qu'il se dit que pour être meilleur dans l'assiette, le chou de Bruxelles se récolte après qu'il ait subi plusieurs gelées. Je vais d'ailleurs en profiter pour faire une récolte. Alors, on y pense un petit peu moins, mais le froid a aussi un impact considérable sur le sol. Que votre sol soit à nu, sans aucune protection, ou qu'il soit protégé par de l'engrais vert ou un paillage quelconque, le froid reste quand même un élément très destructeur. En surface ou dans les premiers centimètres du sol, le froid peut tuer tout ce qui est de l'ordre du vivant. Et quand il ne tue pas, il peut stopper l'activité de n'importe quel micro-organisme jusqu'au plus gros ver de terre. Autrement dit, il n'y a plus grand monde qui travaille dans votre sol. Et si je vous parle de ça, c'est pas innocent, c'est tout simplement parce que pendant ces grandes périodes de froid, il ne faut surtout pas toucher à sa terre, ni la retourner, ni la greliner, ni la griffer, ni rien du tout. En règle générale, quand on fait du travail du sol, on détruit l'habitat de milliards d'organismes vivants. Et en période normale, si tout ce beau monde fait son boulot, la maison est reconstruite assez rapidement. Mais là, en période de froid, beaucoup d'organismes sont morts, ceux qui sont restés en vie n'ont pas beaucoup d'activité, et donc il va falloir attendre des jours meilleurs, et ça va prendre énormément de temps pour qu'ils reconstruisent leur maison. Après le premier paramètre qui est le froid, je voulais introduire un nouveau paramètre qui peut jouer contre le jardinier et qui est tout simplement l'eau. Alors, pas n'importe quelle eau, pas celle avec laquelle on arrose, mais plutôt celle qui tombe du ciel, celle qu'on ne maîtrise pas. Je veux parler de l'eau de pluie. Le mois de janvier n'est pas connu que pour être le mois le plus froid, il est aussi connu pour être un mois assez pluvieux. L'eau, le potager en a évidemment besoin, tant que la pluie tombe dans des proportions raisonnables, mais dès que la pluie tombe en grande quantité, et pratiquement tous les jours ou presque, ça peut vite devenir un problème. Je vous parlais à l'instant du travail du sol, et l'eau en excès est une raison supplémentaire pour ne pas travailler son sol. Ici au potager, je peux constater qu'après la période de forte gelée qu'on a eue en début de mois, depuis la mi-janvier, il a énormément plu et on voit bien la différence, enfin moi je le vois, la différence qu'il y a entre ma terre qu'il y a dans mes parcelles cultivées, je marche pas dessus, je ne fais rien dessus, et la terre qui est dans mes allées, alors là c'est de la bouillasse, voilà. Alors évidemment j'ai un taux d'argile très élevé, mais bon, je peux faire de la poterie si je veux, voilà. Alors, si on fait un travail du sol sur mes parcelles, il est évident que je vais enlever la porosité biologique, c'est-à-dire tout ce que les micro-organismes, les vers de terre, tout ça ont construit, c'est-à-dire les galeries, et du coup, je me retrouverai avec la même terre
qu'ici. D'où l'importance, encore une fois, de ne pas travailler son sol et surtout pas quand on a un excès d'eau. Alors je ne vais pas vous énumérer tous les méfaits qu'a l'eau en excès au potager et pour le jardinier en général, mais je vais insister sur un autre point qui est le pourrissement. Le mois de janvier n'est pas automatiquement le mois où il pleut le plus, mais après toutes les pluies qu'on a ramassées depuis la mi-janvier, mon sol est particulièrement détrempé et je ne me vois pas planter ni même mettre en terre quoi que ce soit sans prendre le risque que ça pourrisse. Ça m'est arrivé sur ces 2 parcelles l'année passée. Pour ceux qui me suivent et qui s'en souviennent, j'avais eu des problèmes avec des échalotes et des oignons qui avaient pourri sur pied. Encore que ce n'était pas vraiment de ma faute, puisque moi j'avais mis les bulbilles d'oignons et d'échalotes à la bonne période, et c'est juste après qu'il a commencé à tomber des trompes d'eau pendant plus d'1 mois. C'est pour ça que je voulais vous mettre en garde, ne semez pas, ne plantez pas, ne mettez pas en terre pendant que votre sol est encore détrempé. Même si ça vous met en retard, laissez-le sécher, laissez-le se ressuyer et vous verrez, vous n'aurez pas tous ces problèmes. Si comme moi, votre sol est trop mouillé, si vous ne voulez ou vous ne pouvez rien mettre en terre par crainte que ça pourrisse, je vous propose une solution de secours. Mais pour ceci, on va quitter le potager et on va se rendre derrière la maison. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le potager est complètement pris par la culture de l'engrais vert. Et donc il a fallu que je me rabatte sur cette petite surface derrière la maison pour faire toutes mes cultures d'automne. C'est sur cette petite surface que j'ai décidé à l'automne de mettre mes Alliacées. Et comme ce sont des plantes qui résistent au froid, au gel, je n'ai pas trouvé opportun de les mettre sous mini-tunnel. Par contre, pour éviter tout pourrissement dû à l'excès d'eau, j'ai fabriqué rapidement, ou j'ai bricolé ce petit abri en onduline, ces fameuses tôles ondulées en plastique transparent, qui évitent à toute pluie de tomber sur le sol et même de le détremper. Et de cette façon, les plants restent au sec et je pense que ça évitera tout pourrissement, enfin j'espère. Alors certains vont peut-être me dire qu'en général les Alliacées ne se paillent pas. Et si je ne veux pas avoir un sol humide, voire mouillé, je n'ai aucun intérêt à mettre un paillage. Ce à quoi je répondrai tout simplement qu'à l'implantation, le sol était très peu humide. J'ai rajouté des feuilles complètement sèches en guise de paillage et donc je ne vois pas en quoi le paillage serait néfaste à cette culture. Et en plus, ça fait quand même 2 mois que c'est en place et qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau tombée sur le sol. Par simple curiosité et pour avoir un comparatif, j'ai mis le restant des semences d'ail et d'échalotes ici, sur une parcelle qui n'est pas abritée de la pluie. Et donc on verra à la récolte si j'ai plus de dégâts ici ou pas. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'avais sorti une vidéo l'été dernier qui traitait et qui recensait les problèmes que j'avais eus pendant la culture des Alliacées. De mémoire, j'avais traité de 3 ou 4 problèmes, j'avais même donné les parades pour les éviter. Et j'avais à l'époque déjà l'intention de cultiver sous abri les Alliacées pour pas qu'ils pourrissent. Et puis tiens, en passant, je m'arrête sur ces radiraves que j'ai laissés monter en graines, qui me donneront des semences à la fin de la saison, pour vous annoncer, comme je l'avais promis dans la vidéo où j'avais ramassé des courges hybridées, que j'allais faire une série de vidéos sur tous les légumes, une série de vidéos sur les semences. Chaque vidéo portera sur un légume unique et on verra comment faire monter un légume en graines, comment récupérer les graines et puis surtout éviter les hybridations. Et là vous allez voir, il y a des énormes surprises. J'espère que cette série plaira aux abonnés et si vous aussi vous voulez la suivre mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne un conseil, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je ne veux pas avancer de date, mais sachez que la première vidéo de cette série sortira normalement en février. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est évidemment le soleil.
Et le soleil au mois de janvier brille surtout par son absence. Et quand il est présent, il ne fournit pas beaucoup de lumière. Et en plus, comme il est très bas dans le ciel, les journées sont très courtes. C'est exactement tous les inconvénients pour ne pas faire de bons semis. Ce qui n'empêche pas pour quelques jardiniers impatients, comme je vous le disais en début de vidéo, de dégainer les semoirs et de semer tout et n'importe quoi. Le pire, c'est qu'on peut voir des jardiniers youtubeurs qui font voir à des débutants qu'ils sèment les aubergines et les tomates début janvier, voire même le 25 décembre. Et le pire du pire, c'est qu'ils vous disent qu'il ne faut surtout pas faire comme eux. Qu'est-ce que ça engendre de semer trop tôt? Tout simplement, la graine, même si elle n'a pas de cerveau, elle comprend vite que si vous la mettez chez vous à germer, il fait une certaine chaleur. Elle sait très bien que au mois de janvier, 20 degrés, ça n'existe pas. Donc, en général, le plant file. Alors, filer, ça veut dire quoi? Tout simplement, le plant s'étire, il s'étiole, il va vers le haut, il grandit en tige, mais il perd de la force et il meurt. Voilà pourquoi le mois de janvier n'est pas du tout propice au semis. À la limite, fin janvier, parce qu'on va gagner pratiquement 1 heure entre la fin décembre et la fin janvier, 1 heure de journée supplémentaire, ce qui fait que ça peut quand même s'adapter pour un semis. Alors, vous vous dites sûrement que je suis gonflé de vous dire qu'il ne faut pas faire de semis alors que je suis en train d'en faire. Alors oui, il faut juste sélectionner les graines adaptées à cette saison. En l'occurrence, on ne peut pas tout semer, mais on peut semer au moins de l'oignon, du chou, de la laitue, des poireaux. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, je vais semer de la laitue Appia, voilà, dans les petites alvéoles. Les graines de salade sont bien adaptées à cette période pour germer. Elles ne sont pas très exigeantes. Par contre, si on commence à semer du radis fin janvier en pleine terre, non seulement il faut déjà mettre une protection, mais en plus, si vous mettez par exemple je prends toujours cet exemple, mais si vous mettez du radis de 18 jours, vous allez voir que dans 18 jours, vous n'aurez pas de radis. La saison n'est pas très bonne, il n'y a pas assez de lumière, il ne fait pas assez chaud. Et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que le radis, vous pourrez récolter votre radis au bout de 35 jours ou même 40, ce qui fait 2 fois ce qui était annoncé. C'est plus des radis de 18 jours, c'est des radis de 40 jours. Aujourd'hui, je vais donc me permettre de faire un semis de salade. Je vais aussi faire un semis de poireaux d'été. Mais par contre, je vais attendre la mi-février pour mettre des fèves, des petits pois, semer des carottes, voilà. Et puis j'attendrai même cette date-là pour mes poivrons et mes aubergines. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.